un document exceptionnel que nous ont apporté monsieur et madame Revel. Ce document a été présenté à Brive hier, en présence, nous avions les plus grands historiens de la Shoah, le professeur Ben Soussan et Jacques Semelin qui a écrit ce monument, Comment les Juifs français. Quand Jacques Semelin, qui est aveugle, alors c'est le paradoxe, a dit, mais c'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça. Vous allez découvrir ce que M. Revel va vous présenter, un document de quelques minutes, qui est un film tourné à la braderie pendant la guerre. Et Jacques Semelin a dit, mais c'est pas possible. Et vous allez nous expliquer. Je vais faire une petite digression pour commencer. Mon père médecin était au maquis. Il a travaillé pendant pratiquement toute la guerre en essayant de cacher ses activités. Et il adorait filmer. Il était médecin dans le maquis du Brésil. Nous avons passé par Lanteuil en novembre 1942 et mon père a filmé cette séquence. Alors, ce que je voulais juste dire... Oui, pardon. Vous savez peut-être encore comment on filmait à l'époque héroïque des années 40-50. On allait chez le photographe et on achetait un petit film. Ce film, après l'avoir exposé, on l'envoyait à l'usine Kodak en donnant son adresse et l'usine Kodak vous renvoyait le film développé que vous pouviez regarder. Je suis aujourd'hui encore étonné de la facilité avec laquelle mon père, qui se cachait, a filmé en 1942, a envoyé le film à Kodak pour le développer et a reçu le résultat à la maison. Ça voulait dire il a donné son adresse, ça voulait dire beaucoup de choses. Et pourtant, il l'a fait. Par chance, nous avons retrouvé ce petit film. Ce n'est pas un film, c'est un film de famille. Vous allez voir simplement la braderie, Lanteuil, 3 minutes, je crois, sur la façon dont nous vivions. Alors, si on lance le film, voilà. Il se trouve que c'est moi, mon frère, Fanny, Michel, mon petit frère, le grand-père Néer, le chien, ma mère, Chisel, et encore une fois, nous ressortons parce que, semble-t-il, ça ne plaisait pas. Le grand-père rentre à la maison. Aya, la tante, la belle-mère, la grand-mère de Yaël, la grand-mère Néer avec le grand-père. Alors, le jardin de la braderie, moi, Fanny, l'arbre, je l'ai retrouvé cet après-midi en me promenant, je crois que j'ai reconnu l'arbre, moi et ma petite cousine Fanny. Alors, la maison, enfin un arbre de la maison, oui. Tout ça n'a pas changé, pratiquement pas. Le chien n'existe plus. C'était Max, le chien Max. Il s'appelait Max, oui, il s'appelait Max. Et il se faisait joliment martyriser par vous. Alors, comme je vous disais, ce film n'a pas un grand intérêt historique. C'est quand même amusant de revoir des images qui datent de novembre 1942. Pourquoi je vous dis novembre 1942? Parce que vous allez voir le bébé Elisabeth. Et voilà. Alors, la balançoire est toujours en place. Elle est toujours au même endroit. C'est toujours la même balançoire. Son seul défaut, c'est qu'elle a cassé au milieu. Les câbles existent encore. Ça n'a pas changé. C'est
Fanny sur la balançoire. Fanny sur la balançoire, Michel mon qui la petit pousse, frère et tout à l'heure, Michel, c'était la qui est un grand savant aujourd'hui, pousse la balançoire. Les grilles. Le grand-père Albert qui donne à manger à ses poules. L'une de ces poules s'appelait, paraît-il, Cunégonde. Madame Rigaud, vous avez connu Cunégonde? Aya Samuel, Hélène. Hélène Samuel. Chacun nourrissait les poules avec les Le prix existe toujours. Hélène se sauve. Et la grille de l'entrée par l'entrée arrière aussi. Ça n'a pas changé. Voilà la maison. On voit la tour du château. Continue à grimper dans les arbres. Mon frère s'est cassé le bras là-dessus. Jean-Paul a aujourd'hui, mon grand-père, a aujourd'hui 90 ans. Il vit à Pasadena aux États-Unis. Il a été professeur à l'université de Harvard et à l'université de Los Angeles. Qu'est-ce qu'il avait, Michel, en main? Un poêlet? Michel a un pot à lait. Il est aujourd'hui médecin, chercheur. Il a inventé un certain nombre de médicaments. Il est prix Israël de médecine. À Lanteuil. Quand on voit Voilà. les enfants jouer comme ça, on comprend ce que maman nous a toujours dit, et pratiquement jusqu'à ces derniers moments, c'était une des plus belles périodes de ma vie. Maman disait c'était une des plus belles périodes de ma vie. Ici, à Lanteuil, en Mégout. Voilà. Alors le professeur Semlin nous a dit ce film est absolument exceptionnel parce qu'on n'a pratiquement pas de témoignages de familles réfugiées qui ont pu filmer. Vous vous rendez compte, il m'a dit lui-même qui a écrit des sommités solides. Mais les usines Kodak fonctionnaient et n'importe qui pouvait avoir l'adresse de ces juifs. C'était un danger. Ils étaient véritablement en danger de faire renvoyer leur film par l'adresse, passant par la poste, etc. Et Michel Rotet, ici présent, qui dirige les archives du judaïsme alsacien, nous a montré également un livre, je crois que c'était pour la région de Limoges, hein, où toutes les adresses des responsables juifs étaient dans un guide de prière. Donc ça veut dire qu'il y avait en même temps une fragilité, parce qu'un simple détail pouvait entraîner toutes ces familles vers la déportation, vers la mort. Je crois qu'il y avait quelque chose que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui. Il y avait une intensité de la foi et de la confiance en Dieu qui est très difficile à imaginer dans les conditions dans lesquelles il vivait. Mon beau-père était, Daniel vous l'a dit, dans le maquis du Grésivaudan. Il avait dû se cacher, évidemment, en commençant par changer de nom. Il s'appelait le capitaine Latour. Il rentrait à la maison, dans une petite grange où la famille habitait pendant 2 ans, au-dessus d'Alvar, entre Grenoble et Chambéry. Mais ce que tu n'as pas dit, Daniel, c'est que le courrier leur parvenait en l'intermédiaire du maire d'Alvar. Le maire d'Alvar. C'est bon. Oui. Dont il faut vraiment rappeler la mémoire aujourd'hui. Le docteur Langénieux, qui était médecin comme mon beau-père, et qui a pris le très grand risque, non seulement de leur indiquer où se cacher, mais de recevoir leur courrier, de le leur ramener, de leur envoyer des vivres, de s'occuper de la femme et des enfants du docteur Revel, du capitaine Latour, pendant les longues semaines où il n'arrivait pas à rentrer à la maison. Nous avons fait un voyage
comparable à celui-là, mais cette fois, comme c'était dans nos possibilités, nous avons emmené nos enfants et nos petits-enfants essayer de retrouver la grange d'Alvar il y a maintenant 4 ans. Nous l'avons retrouvée relativement facilement et était devenu un petit hôtel très joli. Nous avons arrêté la voiture devant l'hôtel. Et je dois dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Un monsieur relativement jeune, une cinquantaine d'années, est venu à notre rencontre. Vous avez réservé une chambre. Et il leur a dit non, nous étions ici pendant la guerre, réfugiés. Nous essayons de voir s'il y a moyen de retrouver une image quelconque de ce dont nous nous revenons. Cet homme lui a dit, mais vous êtes les Revel Latour alors? Mon père est là, c'est dimanche. Il a 93 ans. Il a attendu de vous revoir. Alors est sorti un homme âgé avec une canne, Dominique Lopez, qui maintenant malheureusement n'est plus de ce monde, qui s'est dirigé vers nous et qui a dit « Je vous attendais ». Il nous a embrassés et puis il m'a dit « Et qui sont tous ceux-là ?» Comme Abraham devant sa tante, « Qui sont tous ceux-là » Il me dit « Ce sont nos enfants, nos petits-enfants que vous avez sauvés. » C'est exactement ce que nous voulons vous dire ce soir. Ce que nous vous avons montré, c'est ce que vous avez sauvé. Et je reprendrai même, parce qu'on ne vous a même pas présenté. Vous avez 2 professeurs d'université, un grand professeur de physique, une professeure d'université d'histoire de l'art. Et le frère du professeur Revel n'a inventé que l'interféron. La braderie, bébé, vous l'avez vu. Et je crois que c'est extrêmement émouvant. Et j'aimerais vous demander quand même quelque chose qui me paraît très important pour vous tous, pour nous tous. Nous avons parlé toute la soirée d'un personnage très important pour le judaïsme. Il faudrait quand même que vous nous présentiez en quelques mots la personnalité et l'œuvre immense d'André Neher, car à Lanteuil est passé cet homme extraordinaire dont nous ne pouvons pas faire l'impasse ce soir. Donc je vais demander à... Je vais dire un mot et Voilà. ensuite passer la parole à celle qui est aujourd'hui l'étudiante de doctorat, Voilà. qui a, pour la première, va finir, j'espère, dans l'année, un doctorat sur André Neher et uniquement sur André Neher. André était donc notre oncle à tous les deux. Et après ces événements qui ont été rappelés ici par la plaque, il a repris une vie qui est devenue une vie totalement différente. Il était professeur de littérature allemande. Il avait fini d'écrire un doctorat sur Heinrich Heine. Il est un auteur allemand, très connu, d'origine juive, qui s'était converti au christianisme et qui était revenu vers une espèce d'optique juive générale à la fin de sa vie. En 1944, il a jeté son doctorat au feu. Il a commencé une nouvelle recherche sur le prophète Amos. Depuis cette date, il a écrit 25 livres, tous consacrés à la Bible, dans tous ses aspects, à la philosophie juive, à l'humanisme, à l'ouverture vers tous les horizons. Il a une chaire d'études juives, la première en France, qui lui a été confiée à l'Université de Strasbourg en 1956. Et il a fait grandir une génération de jeunes éducateurs, de philosophes, d'enseignants, avant de quitter ce monde. Et Hannah va vous expliquer en quoi elle s'est attachée, comment elle s'est attachée à Jérusalem, et à Neher, étant elle-même l'exemple le plus important de ce que Neher nous a laissé. N'exagérons rien. J'ai le droit de dire. Oui, bonsoir. Je ne vais pas vous endormir parce que ça y est, il est bien tard déjà, mais je vais vous rapporter quelques enseignements d'André Neher. Alors d'abord, André Neher, maintenant vous connaissez sa vie, il parle du midi de l'histoire et du minuit de l'histoire. Il dit qu'au moment où on atteint les ténèbres, au moment où on a perdu tout espoir, c'est comme un noyer qui touche le fond de l'eau
Et à ce moment-là, il a un réflexe de taper des pieds pour remonter à la surface. Il dit c'est exactement ce qui se passe quand on croit que tout est perdu, que tout est terminé. C'est ça la foi, c'est de pouvoir remonter justement à la surface au moment même où on croit qu'on perd pied. Et je voudrais donner un exemple sur le juste. Le juste, André Neher aimait à écrire « La lumière a été semée pour les justes ». Et le juste, c'est comme le coq. Le coq, le matin, quand chante le coq, il chante juste avant que le soleil ne se lève. Et, écrit André Neher, c'est comme si le coq sentait la lumière qui approche. Et il dit les justes de par le monde, qu'ils soient juifs ou non juifs, sont comme ces coqs qui sentent la lumière au plus profond des ténèbres. Et je crois que ce soir, nous avons rendu hommage à tous ces justes, que ce soit des justes, des juifs qui ont travaillé pour donner à l'humanité ce genre de réflexion, et ces non-juifs qui leur ont sauvé la vie, et cette humanité de frères qui s'entraident, ce sont tous des coqs qui chantent, et par leur chant, par ce chant commun, ils font se lever la lumière. Voilà, donc merci à tous, merci à vous, et j'espère que nous pourrons chanter encore ensemble et lever la lumière, comme André Neher l'a fait toute sa vie. Il a fondé les amitiés judéo-chrétiennes, et puis il a rejoint Israël après, au moment de la guerre des 6 jours, en sentant que sa place de juif aujourd'hui était en Israël. Il a quitté l'universel pour rejoindre le particulier, mais ce particulier donne une place, permet de savoir mieux qui on est pour pouvoir ensuite rejoindre la grande famille de l'humanité. Et c'est Israël qui parle à nouveau aux nations. Et il est écrit « Ma maison sera un jour une maison de prière pour toutes les nations ». Voilà, donc je vous remercie d'être tous là ce soir, et je laisserai les derniers mots à Elisabeth. Voilà. Il n'y a pas de dernier mot à ce qui s'est passé ici ce soir, et j'espère qu'il n'y aura pas de dernier mot. Mais c'est un début. C'est le début de nouvelles vagues d'espoir pour notre humanité qui traverse à nouveau une période de ténèbres où la lumière n'est pas totalement apparente. Alors tous ensemble, avec ce que vous nous avez donné pendant la guerre et ce que nous avons ressenti, tous ensemble ce soir, nous allons vers l'espoir de nouveaux rayons de lumière qui donneront à l'humanité la possibilité de réfléchir en termes de vie et non plus en termes de mort. Merci à vous tous, plus particulièrement à Monsieur le maire de Lanteuil, qui nous a reçus, qui a écouté ces histoires, y compris celles qui ne le concernaient pas, celles de Bru, et qui nous a ouvert les portes de sa ville une nouvelle fois. Merci. Ça marche là? Non, il marche plus. Bon, enfin, ça fait rien. Après ces moments qui sont vraiment très forts, il faut reconnaître quand même que c'est assez émouvant. Nous allons passer à un moment un petit peu moins fort, mais très agréable. Je vous propose un petit verre de l'amitié tous ensemble, et on pourra continuer à parler un peu de tous ces événements. Voilà. Elle était, en fait, ma maman, elle aurait voulu aller à l'école, et vous aviez une école, mais est-ce qu'il y avait des filles? Vous saviez, il y avait des filles ou que des garçons? Il y avait... Elle est venue, elle jouait du piano. Et donc ça devait être votre papa ou votre grand-père qui donnait les cours. C'était qui? Votre grand-père? Mon père jouait. Parce que sur internet, j'ai vu une photo. Il y a la photo avec son épouse certainement qui joue du piano. Ça c'était André Neher et sa femme à Jérusalem. Ils jouaient du piano. Enfin, merveilleusement du piano. Ils en avaient un, donc c'est bien ça. Ils en avaient un à la Parce que vous savez, ma mère est partie. Le piano n'existait pas, mais le piano
D'accord. Et donc, est-ce que ma tante est venue? Je sais pas, mais ma mère, c'est sûr, elle est venue. Et elle, ça se disait pas trop, hein. Il y avait des jeunes hommes qui l'intéressaient un petit peu, à 15 ans, c'est normal. Hein. Il y avait des élèves. Et donc, je pense que votre grand-père, il avait senti qu'elle était quelqu'un qui aurait aimé faire des affaires. Mais ma grand-mère, il fallait quand même payer certainement. Il ne donnait pas des cours, je sais pas quoi, des cours, il ne donnait pas bénévole, je sais pas, j'en sais rien. Je n'ai vraiment aucune idée. En tout cas, au dire de ma mère, il ne fallait pas qu'elle vienne parce qu'elle fallait payer. Ma grand-mère, elle n'était pas à l'école et à l'éducation. Donc voilà, c'est ma mère qui est venue chez moi. Formidable, merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a transmis, elle a raconté ça à ça. Et oui, mais on ne sait pas tout malheureusement. Et notre mère habitait, je ne sais pas si ça va vous dire, elle habitait à César de Nanteuil. Donc vous passez Auriol, vous montez et vous arrivez à César. Ça vous dit? Mais on a passé Voilà. parce que la route est coupée aujourd'hui. Voilà. Alors on a passé par derrière. Vous êtes passé par chez nous, par la Chapelle au Cours, peut-être? Par chez moi. Donc nous, après, maman, c'est mariée à la Chapelle au Cours, qui est le village en dessous de César, enfin, la commune. Et César, ça. C'est vrai? Ah, je suis contente parce que c'est vrai que c'est une histoire qui nous a toujours, et que malheureusement, non. Et donc, mes autres grands-parents de la Chapelle-Haut, ils aidaient, on va dire, d'autres juifs qui s'appelaient Montecchio. Ça vous dit? Montecchio. Ils sont sur Paris. D'après mon frère, il serait peut-être dans le 17e. La famille est donc jusqu'au décès de mon père en 99, ils ont toujours écrit. Moi, gamine, j'ai toujours entendu que, en fait, bon, ils les ont pas hébergés, mais ils les nourrissaient. Ils leur vendaient. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est pas. Bon, c'est un service rendu contre un autre. Et donc, ils sont venus chez mes grands-parents, ils venaient, puis les gens les écrivaient. Ils ont écrit une lettre au décès de mon père, je n'ai pas retrouvé la lettre. Ça vous dit pas le nom Montecchio? C'est une famille de médecins aussi. Et je crois, et moi j'ai trouvé sur internet que Montecchio, dentiste. Mais je crois qu'il y avait un pédiatre qui devait avoir votre génération peut-être. Et donc il venait à la Chapelle-au-Cours et au village de Charman, chez la famille de ma grand-mère, tous les ans. Je pense que c'est Montecchio, il devait y avoir un commerce, des combinaisons